Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. J'ai failli dire deux mots, quatre paroles. Dans le kiosque, il y a tellement longtemps que je n'ai peut-être pas animé l'émission que j'en perds les mots. Alors, nous sommes bien dans le kiosque, nous sommes jeudi et notre ami Charles n'est pas là. Il est en la plénière, donc ce soir, c'est moi qui le remplace. Bonsoir, monsieur Lordino, Fred Lordino, comment ça va? Bonsoir Mano, bonsoir à tous ceux qui écoutent et qui regardent Zouk TV, l'émission assez suivie. On me parle des débats sur le plateau, c'est bien, il faut qu'on continue à animer le paysage audiovisuel martiniquais, le PAM. En tout cas, plus force pour tous les techniciens, tout mon maï qui a fait émission à la Vive et actuellement mes amis que je rencontre de temps en temps ici. Des chroniqueurs, d'accord. Merci beaucoup, Fred. Michel, bonsoir. Michel, le rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir, Michel. Merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, effectivement, c'est un plaisir de vous retrouver parce que c'est un échange et en même temps un enrichissement. Parce que nous n'avons pas nécessairement les mêmes approches, mais en même temps, ça nous oblige à aller au fond des choses. Et c'est ce que me disent d'ailleurs beaucoup de personnes que nous rencontrons et qui nous encouragent à continuer. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, bonjour Raphaël Séminon, comment ça va? Alors, conseiller municipal de la ville de Fort-de-France. Oui. Parce que j'ai donné le titre de Michel. Donc, vous êtes collègues, hein? Nous sommes collègues, pas du même côté. Mais enfin, les rapports sont extrêmement cordiaux. Et on ne dit plus l'opposition, on dit la minorité. Donc c'est gentil. D'autant que je rencontre Michel dans de nombreuses commissions, et notamment la commission d'appel d'offres de la ville. Et nous nous entendons sur les décisions à prendre. Donc c'est vrai, c'est la minorité, mais c'est très cordial entre nous. Voilà. Super, en tout cas, merci d'être avec nous. Bonsoir Béatrice Bellé, ça va bien? Ça va, merci. Bonsoir à tous, en tout cas tous les présents sur le plateau, que des hommes, je vois que... oui, je lâche pas. Hein. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, et encore merci de nous accueillir chez vous ce soir pour cette nouvelle émission du kiosque qui, oui, est très suivie. Je salue ce jeune homme d'ailleurs d'une pizzeria, pas très loin, près de Redoute, qui nous a dit continuez, parce qu'à chaque fois que je regarde, j'apprends beaucoup de choses, et voilà, donc ça fait toujours plaisir, mais il n'est pas le seul. On se fait interpeller régulièrement dans la rue, au supermarché, par les collègues, les amis, voilà. Et on reçoit parfois même des petits messages pendant l'émission, donc n'hésitez pas, ça m'intéresse aussi parfois. Voilà, merci. Très bien, merci Béatrice. Et monsieur, vous êtes d'accord pour dire que la présence de Béatrice rehausse l'émission? Ça donne plus de piquant à l'émission. Vous êtes convaincu de ça, non? Par contre, on apparaisse ringard, sexiste. C'est que maintenant, les compliments aux femmes, c'est dangereux. Enfin, par les temps qui prient. Non, il faut simplement qu'on travaille à ce qu'il y ait la parité systématiquement. Tu peux voir ton appareil, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit ici. C'est bien, je suis content d'être avec vous. Mais il faut se fixer comme objectif, Mano, je le dis, d'avoir la parité. Ça, c'est un point de vue que j'aimais. Les femmes martiniquaises doivent prendre la parole et le pouvoir. Mais il faut savoir... Quand je veux dire ça, je sais que ça va faire chauffer les oreilles de certains, mais pourquoi pas? Mais Fred, il faut savoir aussi que c'est extrêmement difficile de trouver des chroniqueuses, des gens qui veuillent venir ici pour parler. Les hommes, regarde, il y a 3 hommes, Charles, et encore d'autres personnes. Mais au niveau des dames, c'est pas évident. Oui. Hein. Les gens qui sont venus ici, je peux les compter sur les doigts de main. Les femmes qui ont accepté de venir, il y avait Nathalie Joss à un moment. Qui est ça? Après, il y a... Marie-Laurence Delors. Marie-Laurence Delors, une dame que j'aime beaucoup. Pardon? Valérie Vertal. Valérie Vertal-Loriot. Voilà, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que on n'a pas tellement le choix, et puis ce sont des mères de famille, des fois c'est pas évident. En tout cas, moi, non mais si tu fais la commande, je vais me mettre à la recherche. Oui, pourquoi pas, oui. Moi on a invité une dame, une amie à Béatrice qui s'appelle Nadia Chonville, elle a décliné. Il y a des gens qui déclinent, qui disent qu'ils ne veulent pas, mais bon. Peut-être pousser les nouvelles femmes mères
du pays, des communes du pays, à organiser justement cette présence sur les plateaux aussi. Mais je pense que c'est important. On a invité par exemple Madame le maire, ou je ne sais plus comment il faut dire, la maire de Trinité, dernièrement qui vient d'être élue. Ouais. On l'a invitée, on souhaitait qu'elle soit avec nous sur le plateau, tout ça. Elle n'a pas dit non, mais à chaque semaine, elle décline. Mais bon, c'est une façon de dire non quand même. Hein. Donc voilà, mais nous sommes ouverts, nous sommes des gens, on est ouverts. Et ça se passe cordialement, ça a toujours été comme ça. C'est pas vrai, Béatrice? On a toujours été très cordial. Oui, enfin, il faut rassurer les téléspectatrices et téléspectateurs surtout, que même lorsque l'on n'est pas d'accord et que ça paraît un peu chaud, on s'embrasse à l'arrivée, on s'embrasse en partant. C'est-à-dire qu'on se donne l'opportunité, le droit de ne pas être d'accord. Et savoir faire ça en société en se vouant une affection et du respect et de la cordialité, c'est important. Il ne faut pas que les gens se disent que lorsque parfois on s'invective un peu ou qu'on est un peu force. Parce qu'on a des convictions. Quand on vient sur ce plateau, on défend des convictions. Donc on les défend des fois un peu ardemment. Mais on défend des convictions. Mais nous restons profondément martiniquaises et martiniquais. Et en cela, on se voue quand même de l'affection et de la bienveillance. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces belles paroles. Il faut être souri, mais c'est ça. Hein. Oui, c'est le carnaval bientôt. Donc, on va voir. En parlant de Cannes, enfin, bon, je ne sais pas s'il y a ça, mais bon, on parlera de. Il n'y a pas. Malheureusement. Voilà. Alors, avant de passer sur le discours du Premier ministre, moi, je suis quand même étonné par les sénateurs qui s'augmentent de 700 € et les députés de 300 €. Non, mais c'est-à-dire au moment où ça se passe. On commence donc par ça. On peut commencer par ça. Au moment où les choses se passent, en fait. Ça aurait pu se faire avant, au moment où la France est bloquée avec les agriculteurs, il y a des soucis partout. Ça fait peut-être un peu désordre de faire cette annonce-là à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non. En fait, les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale ont pris ces décisions-là en novembre. Mediapart a découvert le poteau rose, là, ces derniers jours. Et donc a mis à jour, c'est-à-dire a diffusé l'information un peu partout, notamment sur les réseaux, pour indiquer qu'en catimini, et ce n'est pas les assemblées, ce n'est pas dans les hémicycles que ça s'est passé au sein des bureaux de ces deux assemblées. Donc, ce qui fait qu'on aurait pu ne pas avoir à en connaître. Sauf que Mediapart, je connais Mediapart, c'est des journalistes d'investigation, ils vont fouiller, ils vont regarder les rapports, les machins, les procès-verbaux, et ils ont découvert qu'ils avaient augmenté ça, mais ça, c'est depuis novembre. Depuis novembre. Bien. Mais il faut qu'on en fasse le commentaire, évidemment. Ça va avec fort, il faut dire ça. Exactement. Dans le contexte actuel, le monde qui a dit le pouvoir d'achat, l'inflation, c'est-à-dire la vie chère, et puis, donc, même si il y a dit c'est pas salaire qui a augmenté, beaucoup d'explications, c'est les frais de représentation que tel le coiffeur, c'est comme ça le coiffeur. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est essentiellement les frais de téléphonie, c'est très cadré, hein. Frais de téléphonie, frais de transport, pour les permanences locales. Ça sert à ça, normalement. Enfin, je suis un peu bien renseigné parce que... comme tu étais candidat. Mais globalement, Raphaël, tout ce qu'ils appellent les frais de représentation, c'est des choses qui sont cadrées, mais sur lesquelles, on va dire, il y a l'eau monde qui a glissé. Vous savez qu'il y a l'eau député qui n'a pas qu'à suivre la règle quand même. Donc, c'est vrai, mais ils sont rappelés à l'ordre. Ils sont rappelés à l'ordre. Donc, mais là où je veux en venir, Fred, c'est qu'effectivement, le moment est très mauvais. Ils disent que c'est à cause de l'inflation et puis à cause de l'augmentation des frais, des tarifs hôteliers. C'est ça l'explication, c'est ça l'argument. Sauf que nous tombons dans une période où tout le monde souffre de cette inflation. Et lorsqu'on voit une augmentation de 700 € par mois pour payer les frais de transport, les frais de ceci, les frais de cela, ça choque le public forcément. Et on a l'impression d'une injustice, évidemment. D'autant que, faut voir, ceux qui sont de l'administration, ou même les élus locaux, ne bénéficient pas de ces augmentations-là.
Un élu local, il voyage normalement en classe économique lorsqu'il doit faire il doit sortir de Fort-de-France pour aller à Paris. Il voyage normalement en classe économique. Alors, c'est bien de dire normalement quand même. Alors que justement les payeurs ferment les yeux, se disent bon, après tout, mais aller voyager en classe affaires, bon, tant pis, on ferme les yeux. Mais normalement, il doit voyager en classe économique. Même le maire. Même le maire. D'accord. Même le maire. De plus, les fonctionnaires ou territoriaux ou les fonctionnaires d'État, ils voyagent non seulement en classe économique, mais lorsqu'ils vont en mission, enfin, nous avons une fonctionnaire territoriale à côté de nous. Il est un ex-fonctionnaire territorial. Oui, mais ça a fait 20 ans qu'il était là. Mais il ne bénéficie pas, effectivement, de tarifs préférentiels. Ça veut dire que lorsque tu vas en mission, tu perds de l'argent. On te donne 120 € pour payer tes frais d'hôtel. Quand tu arrives à Paris, tu ne trouves pas un hôtel à moins de 150 €. Donc, chaque jour, tu mets 30 € de ta poche. Sans compter qu'on te donne 15 € pour tes repas. Nous savons très bien, même si tu vas chez McDo, enfin, je ne voulais pas le citer, mais bon, comme tu l'as fait, je te rejoins. Eh bien, tu achètes un repas, enfin, pas qu'à aller à McDonald's, je connais très peu, mais un repas, il me semble que ça coûte beaucoup plus que 15 €. Donc, ça signifie que là encore, chacun de tes repas occasionne une dépense de ta poche. D'accord. Alors, les parlementaires qui s'augmentent comme ça, 700 € pour les sénateurs, parce qu'ils ont une circonscription qui est beaucoup plus large que la circonscription d'un député. Parce qu'un député, le député de Fort-de-France, il est sur Fort-de-France. Et le sénateur... Il est député de la Martinique quand même. Hein? Oui, mais sa circonscription, c'est Fort-de-France, par exemple. Ou bien sa circonscription, c'est le Nord, ou bien le Centre-Atlantique, ou bien le Sud. Par contre, le sénateur, lui, il a toute la Martinique. Son domaine de prédilection, c'est l'ensemble de la Martinique. Donc, son périmètre est beaucoup plus large que celui d'un député. Donc, c'est pour ça que c'est 700 d'un côté et 300 de l'autre. Bien, ok. Juste un petit moment. Raphaël Louba, bon, et ça tombe bien mal, je vais répéter ça, parce que il fini votant loi pour la retraite, à 64 ans, qui a touché en l'Omoun, l'eau martiniquais, l'eau français. Et puis, il y a un régime spécial pour les députés et les sénateurs. Vous savez ça, qu'un sénateur, après un mandat, il a touché en retraite d'environ 4 000 €, les fins de mandat. Donc, et pour toucher en retraite comme ça, leur travail 25 ans, lors dans le privé, ça impossible. Donc, ça m'a souhaité, c'est que mon maire là fait attention, les élus de la République, parce qu'on ne va pas étirer sur les élus. Il faut ni élu de toute façon. Si pas ni élu, c'est en dictature. Mais quand même, il faut apprendre, modérer et montrer l'exemple. L'exemplarité. De plus en plus, le peuple a attendre que l'IA, il bat un bon exemple. Alors, si tu permets, Fred, excuse-moi, Fred, que les téléspectatrices et les téléspectateurs ne pensent pas que nous ne sommes pas d'accord, nous sommes absolument d'accord, toi et moi. Hein. Nous sommes absolument d'accord, je le répète. D'accord. Bon. Michel, ton avis sur cette histoire? Moi, je toi suis... qui as failli être député européen. Moi, je suis assez sceptique sur ce type d'attaque. Ça ressemble à de l'anti-parlementarisme primaire qui a pris naissance en France dans les années 35-36 au moment du Front populaire. Il se sucre sur le dos du peuple. Alors, il y a deux choses. Ces indemnités, comme tu l'as dit, elles sont encadrées par la loi. Il s'agit permanence locale, déplacement, documentation, représentation, et c'est une avance. C'est une avance sur les dépenses annuelles qui est augmentée. OK? Bon. Alors, ou bien alors, on donne aux élus les moyens de faire face à leurs obligations, ou bien on est comme dans certains pays, ils les obtiennent par le voie de la corruption et par se faire acheter par les multinationales. C'est l'un ou l'autre. Pourquoi tu dis certains pays, pas ni corruption Martinique? Dans certains pays. Bon. Par conséquent, bien entendu, c'est inopportun compte tenu de, vous l'avez souligné, du contexte. Du contexte. Mais bon, ça a été fait au mois de septembre, au mois de novembre, au moment où l'inflation était au plus haut. Hein. Bon, surtout qu'entre-temps, l'inflation, d'après les derniers chiffres, en janvier, est redescendue. On est redescendu, on était aux alentours de 3,74% l'an,
et on est retombé à 3,2%. Bon. Donc là, et on nous annonce que, d'après les informations, je ne sais pas si tu écoutes comme moi BFM TV, il y a un type qui fait un petit truc économique et il nous annonce que peut-être qu'on va retourner vers le chiffre qui a été décidé à Maastricht de 2%. Ah, c'est 2% maintenant. Pour 3% pour le déficit de l'État, du public, et 2% pour l'inflation, et 60% pour l'endettement, alors qu'on est à l'heure actuelle à 120% du PIB. 111, mon quoi. Bon. Non, regarde les chiffres là. Regarde les chiffres là. 115. Par conséquent, mais ce que je veux simplement dire, c'est que ça a été pris à un moment donné où l'inflation était à un niveau élevé. Donc, mais ceci dit, c'est inopportun. Pendant ce temps-là, on ne discute pas des vrais problèmes. Voilà. Ok. Oui, c'est pour ça, regardez pour finir, c'est bébé, mais Bidogaz là, il a dépassé 25 €, là, là, et puis dernière augmentation. C'est sorti à partir du 1er, à partir d'aujourd'hui. Donc, et personnellement, mon favorable, quand les membres comité citoyen du Sud, à ce que Bidogaz l'a plafonné à 25 €. Bien. Bébé? C'est pas seulement inopportun, c'est des fautes politiques. J'entends toutes les raisons qui peuvent être données. Quand on a des indemnités qui sont autour des 5 000 pour les députés, 7 000, ça c'est des indemnités personnelles pour l'activité. Rémunération. La rémunération, mais ça s'appelle encore une indemnité. Bon, personnelle. Bon. Qu'on a des locaux qui sont, pour la plupart d'ailleurs, des permanences d'ores et déjà payées. Bon. Que l'on a une situation telle que celle qu'on connaissait à la fin de l'année, avec des personnes qui n'arrivent pas à payer les factures d'électricité, qui n'arrivent pas à manger. On annonçait quand même en septembre et novembre qu'il y avait des Français qui ne faisaient qu'un repas sur 3 dans la journée, et qu'on nous dit tranquillement, oui mais vous comprenez, tout devient un peu plus cher, et puis d'un côté 300 €. D'accord, donc c'est pour certains la moitié d'un RSA, donc ce qui permet aux gens de vivre. 700 €, c'est un peu plus qu'un RSA, c'est la moitié d'un SMIC par mois. Tranquillement, parce que bon, ok, il faut justifier, mais enfin on se donne beaucoup de largesse quand même. Il y a des choses qu'on ne fait pas en situation de crise. On ne peut pas demander aux Français de faire attention, on oublie. C'est le moment où Bruno Le Maire disait aux gens, chauffez un peu moins chez vous, et puis mettez des cols roulés. Enfin, il faut juste... alors, il faut le répéter, ce n'est pas une décision qui a été prise par tous les députés ou tous les sénateurs. Ce sont en effet ces bureaux des assemblées qui ont vocation à gérer le fonctionnement interne soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat. Mais il faut quand même rester raisonnable. En période de crise, quand on annonce ça et qu'on sait d'ores et déjà que quoi qu'il en soit, les rémunérations et les frais qui servent à la représentation sont quand même d'une belle largesse, permettent un travail parlementaire intéressant, important, vaste. Alors, en général, les députés n'ont pas eu, ni les sénateurs, à se plaindre de cela. Bon, je pense qu'il y a des choses qu'on évite de faire. Parce qu'on sait en plus qu'il y a une défiance démocratique. C'est aller titiller la défiance démocratique, et Michel l'a dit, c'est vrai qu'en attendant, en faisant le buzz sur ces choses-là, on ne parle pas de la question de l'éducation, on ne parle pas de la question de la pauvreté, on ne parle pas de la question des super profits, on ne parle pas de la question de l'augmentation du prix de l'énergie. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, on a passé 10 minutes à parler de ça, alors que les profs se sont mobilisés ce matin, que les agriculteurs sont dans la rue, que y a BNP qui fait des 11 milliards de bénéfices et de dividendes. Enfin voilà, ça c'est pour moi les vrais problèmes de notre réalité économique et sociale. Je suis d'accord que ce sont les vrais problèmes, mais quand même les gens parlent de ça. Oui, tout à fait. Les gens parlent de ça. Oui. Donc c'est ça le problème. Tu m'excuses, Mano, mais c'est parce que les gens parlent de quelque chose que c'est important. Parce que nous sommes des chroniqueurs. Tout à fait. Nous sommes des chroniqueurs. Et j'ai l'honneur d'être rédacteur en chef d'un journal. Et chaque semaine, nous réunissons le comité de rédaction et nous dit de quoi parle-t-on? Et de quoi nous, journal du peuple, nous allons parler. Et c'est pas nécessairement de ce dont parlent les gens. Parce que justement, il y a des faiseurs d'opinion, et notamment, bon, je respecte Mediapart, mais Mediapart
Mediapart, il fait aussi son beurre sur il fait le buzz sur des trucs de ce genre. Comprenez? Et même son beurre. Bon, et le vrai problème, quel est notre problème? Notre problème numéro 1, c'est que nous avons une agriculture qui coule, le plus grand mouvement du siècle en France. Le plus grand mouvement. Mais on en parle, on y arrive. Oui, mais nous avons parlé depuis 10 minutes de 300 euros. Parce que vous parlez beaucoup de 300 euros. Non, mais c'est longtemps sur le sujet. Non, mais attends, non, attends. Nous parlons de ça parce que c'est vrai. 5 675 euros, 12 centimes perçus au titre de la rémunération des parlementaires, notamment des sénateurs, plus 5 900 euros frais de représentation, on augmente de 700, ça va monter à 6 600 euros. Le petit peuple qui regarde ça, il se dit, mais comment? En plus, ce n'est pas le seul revenu de ces parlementaires-là. De manière générale, ils sont soit retraités, donc... retraités. Ils ont une retraite relativement confortable, de manière générale. Sans compter qu'ils peuvent être élus quelque part. Ils ont encore des indemnités. Ça peut... Et ça choque de toute façon la population. Mais cela dit, c'est vrai que... Ça m'en tire Là, nous entrons dans un autre débat. Oui. Nous entrons. entendu ce qu'elle a dit. Tu n'as pas entendu. Alors, tu vas faire une marque. Attends, c'est important. Tu n'as pas entendu ce que Bébé a dit. Je refinance les OCTV. M'a dit ça m'a arrivé. Élu municipal, sénateur, conseiller communautaire, tout ça. Bon, alors, on passe à un sujet peut-être qui va... D'accord, on parlera de la mobilisation des agriculteurs plus tard. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir du discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal? Est-ce que ça parle au peuple? Est-ce que... Oui, tu veux commencer? Oui, volontier. C'est un exercice qui a été scolairement bien réussi. Il a adopté une posture qui n'était pas obligatoirement la sienne d'ailleurs quand il était ministre de l'Éducation, parce que il fallait jouer les gros bras sur la baya et tout ça. Un peu moins quand il était quand même porte-parole. Il était un peu plus presque humble, j'allais dire. Et puis là, donc, il joue le gars autoritaire. Bon, même s'il a une petite tête de minot, il veut jouer le mâle fort et qui va taper du poing sur la table parce que les choses doivent changer. Il a une feuille de route. Son discours, moi, j'ai retenu quelques petites choses. Alors, évidemment, on a prêté à Attal quelques valeurs de gauche jadis. Je pense que c'est bon, c'est définitivement perdu. C'était un vrai bon discours qui devait plaire à Fredo. Un bon discours de droite ultralibérale. Et puis, avec cette idée, et moi, c'est peut-être ce qui me dérange dans le discours. C'est-à-dire qu'il y a un moment, OK pour les convictions, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'humilier les gens. Faire croire que les gens qui ne travaillent pas sont des fainéants, ça me fatigue. Ça me fatigue. Faire croire aussi qu'on doit punir. Enfin, pour moi, je l'ai dit, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Alors, l'éducation, c'est devenu du punitif. Il faut redevenir dur. Alors, c'est vrai que ça peut plaire. Respecter l'autorité, tout ça, ça peut plaire. C'est normal que ça puisse plaire. C'est ça. Mais enfin, dire oui, on va apprendre dès le plus jeune âge. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Tu apprends à la respecter. Mais c'est comme ça que nos parents nous ont élevés. Oui, mais je veux bien, sauf que c'est le rôle, d'ailleurs, il y a l'éducation, et puis l'éducation, l'instruction, d'accord ? Et ce que je veux dire, c'est que faire le buzz avec des choses qui peuvent plaire à une certaine catégorie de la population, l'autorité, la sévérité dans l'éducation et tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne donne pas des moyens pour mieux éduquer. C'est ça le problème, c'est que c'est un moyen constant. Voilà, donc ça plaît dans le discours, mais c'est un moyen constant. Et puis quand on fait
qu'on dit par exemple aux chômeurs de longue durée qu'on va leur supprimer l'allocation spécifique de solidarité qui génère des droits à la retraite et qu'on leur dit vous allez passer direct au RSA. Alors la plupart des personnes qui touchent la SS par ailleurs et qui sont chômeurs de longue durée, c'est des personnes de plus de 50 ans. On connaît le taux d'employabilité des gens qui ont plus de 50 ans. On sait de quoi il en retourne. Il y en a beaucoup qui font 200 demandes d'emploi par mois et qui n'ont pas une réponse parfois. Et tout d'un coup, donc on dit à ces gens-là, bon, pour pouvoir toucher moins déjà, 1, vous allez passer au RSA, et puis 2, vous allez devoir faire les petits 15 heures de travail obligatoire pour pouvoir toucher ce RSA désormais. Et en plus, vous n'allez pas générer des droits à la retraite. Voilà ce qu'on en... Donc, par un petit discours comme ça, on casse des droits, on va prendre d'un côté, puis on annonce par contre qu'on va simplifier en matière économique. Et qui dit simplification dit baisse des ressources fiscales émanant des entreprises. Bon, voilà, un bon petit discours que Fredo a bien aimé, il va nous expliquer pourquoi, mais que j'ai pas... Bon, je m'attendais pas à grand-chose, en fait, je m'attends pas à grand-chose. C'est le fils ou le petit frère spirituel d'Emmanuel Macron. On connaît leur ligne politique. C'est en nous, serrer dans nous, et puis essayer Goumin, c'est tout. Alors, Raphaël. Oui, alors, nous avons tous entendu ce catalogue de mesures. Je suis désolé de reprendre la phraséologie du Front National et de la droite, des LR, mais la réalité, c'est bien celle-là, à savoir que c'est un catalogue de mesures. Mais on a tous entendu déverrouiller, débureaucratiser, désmicartiser, etc. Bon, la question que je me pose, c'est comment il va faire. Parce que là, il n'a pas indiqué quelles sont les modalités qu'il va appliquer, qu'il va trouver, parce qu'il va falloir naturellement passer par le véhicule législatif, c'est-à-dire revenir devant les parlementaires pour pouvoir, évidemment, mettre en œuvre une bonne partie de ces mesures. Mais ce que je retiendrai, c'est 2 choses. D'abord, il dit... Il n'y aura pas de politique publique sans tenir compte des spécificités des Outre-mer. Bon, je suis naturellement attentif à ce qui me concerne directement, vraiment très directement. Et là, je me dis, peut-être qu'il y a un regard particulier qui est jeté sur les Outre-mer. Parce que nous crions beaucoup, nous exprimons beaucoup, nous manifestons beaucoup. Je veux parler en particulier, par exemple, de l'appel de Fort-de-France l'année dernière, ou il y a 2 ans plus précisément, et donc qui a permis aux présidents de collectivités des Outre-mer, des 10 Outre-mer, d'exprimer un point de vue là-dessus et dire au gouvernement, attention, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut changer les choses. Il y a un nouveau projet à créer, il y a un nouveau projet de société pour les collectivités des 10 Outre-mer. Et donc, j'ai l'impression qu'une petite lumière s'est allumée quelque part au gouvernement. Et j'ai entendu Darmanin cet après-midi, je l'ai entendu, Darmanin qui parlait des oligopoles, ou sinon des monopoles, pour ce qui concerne les problèmes de vie chère en Martinique et dans les Outre-mer de manière générale. Donc je vois bien que la lumière s'est allumée. Là, il va falloir que nous, population, peuple des Outre-mer, nous soyons extrêmement vigilants là-dessus pour que nous puissions continuer à enfoncer le clou avec beaucoup de coups de marteau pour dire attention, nous sommes en souffrance. Et il faut faire attention à nos demandes, à nos revendications, parce que nous allons faire monter des oppositions d'extrême. Okay. Alors, non, j'ai pas fini. Il a aussi dit qu'il y aura une loi pour Mayotte. Une loi spécifique pour Mayotte. La deuxième chose que je veux dire, c'est que les LFI, enfin en tout cas, la NUPES a déposé une motion de censure. Bon, la NUPES sait très bien que ça ne va pas passer, puisque la réalité est celle-là, à savoir que la droite et l'extrême droite ne vont pas marcher. Mais au moins, ils disent, attention, c'est une motion de défiance. C'est-à-dire, je vous dis, gouvernement Attal, que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Même si nous savons que ça ne va pas émerger, ça ne va pas être suivi des faits, mais en tout cas, nous posons le problème en disant que tout ce que vous allez proposer, parce que nous savons ce que vous allez proposer, ne nous convient pas. Alors, bien entendu, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que si le gouvernement est remis en question, ça va être compliqué. Macron aura 2 choix. Ou il va mettre un Premier ministre des LR, qui va marcher avec lui. Ou il va dissoudre. Ou il va dissoudre. Je dis deux solutions. Il va dissoudre.
Mais comme la NUPES, comme les autres, n'ont pas envie de revenir aux élections, évidemment... Pourquoi? Ben parce qu'ils risquent leur peau, ils risquent leur mandat. C'est ça. Pourquoi tu crois qu'il n'y a que la NUPES qui risque son mandat? Tout le monde Tout le monde risque nous. son mandat. Mais la NUPES pose le problème, mais tout en sachant que ça ne va pas émerger. Bien sûr. Alors, avant, je passe la parole à Michel. Oui. Alors, je rebondis. Bon, effectivement, c'est un discours de philosophie libérale. Et beaucoup plus affirmé qu'au début de la mandature de Macron, qui disait et de droite et de gauche. Bon. Là, nous avons un discours libéral et un discours... et en même temps, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer un certain nombre de choses. La France, comme beaucoup de pays européens, est en train de basculer vers l'extrême droite et le néofascisme. Et il y a une volonté dans ce discours de s'emparer d'un certain nombre de thèmes qui font le beurre de l'extrême droite. Tout à fait. Notamment les questions d'autorité. Quand on dit que, par exemple, vous avez un rendez-vous avec un médecin, vous ne venez pas sans prévenir, et quand vous allez payer, que quand vous êtes lycéen, que vous harcelez vos camarades de classe, et que on va vous donner une peine d'intérêt d'éducation, ça rencontre, qu'on le veuille ou non, l'assentiment d'un certain nombre de personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, et ce besoin d'autorité, et de ce que Macron appelle de manière, je dirais, maladroite, sinon réactionnaire, réarmement. Le réarmement moral, le terme réarmement fait partie du vocabulaire des royalistes, des gens de la droite du début du XXe siècle. Alors, moi, j'ai tendance à rebondir à ce que disait tout à l'heure Raphaël sur les spécificités de l'outre-mer. Nos sociétés sont en crise. Tout à l'heure, on va parler des homicides, des choses de ce genre. Nous avons besoin de souveraineté. Nous avons besoin de part de souveraineté, de la possibilité de décider chez nous d'un certain nombre de choses. Et on va le voir à propos de l'agriculture, sur le foncier par exemple. Bon. Nous avons besoin aussi de redresser la morale publique aussi. Parce que la morale publique de la Martinique a reculé depuis 20-30 ans. Alors je ne dirais pas réarmement, je dirais des ressaisissements, sursauts. Sans pour autant être du Front National. Exactement. Donc nous ne devons pas, à gauche, situé à gauche, nous devons apporter des réponses à de vrais problèmes. Mon point de vue, vous allez dire que je suis poutiniste, l'Occident est en décadence. Et la France est en décadence. Et par conséquent, il est important de ne pas laisser au seul Front National ce discours d'une nécessité de donner une perspective d'avenir au peuple. C'est ça. Ouais. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait à 100% dans la dynamique de mes camarades, bien sûr, Fabien Roussel, du Parti communiste français, qui se sépare de la NUPES, sur ces questions-là. Très bien. Oui. Fred. Mais... Non, juste... Non, Michel,
la NUPES n'est pas en désaccord sur des questions d'ordre, de discipline. Il faut quand même qu'on arrête de faire croire que tu ou j'appartiendrais. La semaine dernière encore, on parlait par exemple de ce qui se passe dans nos rues au moment du carnaval. Je crois qu'on est d'accord sur ça. Il faut arrêter de faire croire qu'il y a une droite réac. Attention. Et c'est là où on tombe dans le piège. L'extrême droite est la première à être condamnée pour des questions de détournement. Quand on parle d'ordre, de respect de la loi, il faut qu'on en parle surtout. Voilà, d'accord. L'exemplarité, on en parle surtout. L'extrême droite est mal placée pour donner des leçons. Voilà, donc arrêtons de... Faut être crié. Avec tout tournement de européen, etc. Vive Attal. Oui, regardez, mais crier Vive Attal. Parce que, je raconte les autres là, c'est mon assez surpris et moi-même, il faut dire ça, assez impressionné par le caractère, monsieur Gabriel Attal. Moi, j'ai un camarade qui dit, mais je vais mettre un petit bout de 34 ans là, ça, monsieur, connaît. On dit qu'on est suffisamment pour être ministre des Comptes publics, ministre de l'Éducation nationale, et puis à présent, Premier ministre. Parce que, quand les groupes parlent, et puis mon frère, il a fait, dit, nous sommes tous français, c'est Premier ministre de la République française. Et du point de vue du caractère, ah oui, nous sommes tous français. Et là, nous, du point de vue du caractère, la NUPES commence à ouvrir la boue, enfin, ceux qui restent de la NUPES. Et puis, le président Lès dit, mais tes collègues, taisez-vous, pas charité. Il dit, non, je peux vociférer si vous voulez, mais le discours moi jusqu'au bout. Donc, moi, comme monsieur, quand même, il y a une certaine force de caractère. Et là, je trouve que c'est vraiment, il a assumé à 34 ans en position. Il commençait par dire, moi, né en 89. On est 34 ans, donc, je vais assumer l'âge. Et puis, à la fin du discours, là, il dit, je vais assumer sa manière, orientation sexuelle, même en son homosexuel. Même quand il dirige la France, parce que je vais un certain nombre de lignes que je vais appliquer, parce qu'il y a un président de la République, et puis, là, il y a une crise agricole, là, je vais porter des réponses. Donc, je vais parler de ça tout à l'heure. FNSE et puis jeunes agriculteurs, il aura dit arrêter les blocages, je m'entends ça tout à l'heure. C'est ces syndicats Front National, là, la coordination rurale qui est puis le Front National, qui les continuent, c'est eux qui allaient au registre, il y aurait été 78, ils les continuent, mettez, fait la France descendre. Donc, monsieur, ni caractère, c'est pour mettre blindé, il mettez, il dit, pécaïni des autres, il n'y a pas bloqué, personne pour ne pas manger en période d'hiver là, nous toute la famille, nous tontons, nous matons, nous qui en France. Parce qu'il y a un bordel. Et du point de vue de l'autorité, là, il dit il dit, hein, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, tu vas apprendre à la respecter. 90% des Martiniquais d'accord avec ça. C'est mon ça. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas de l'eau dépasser farine. Bien. Ok, donc ça c'est. Non, moi pas fini. Je vais mettre 2 minutes pour mon égalité de temps de parole. Mettez qu'on mette là. Donc, Magado sur. Et monsieur dit comme ça. On dit 2 petits mots. Il dit qu'il y a une loi sur la Nouvelle-Calédonie. Non, Mayotte. Non, Nouvelle-Calédonie aussi, là. Oui, monsieur, loi constitutionnelle. Oui, c'est pas là. Et puis, il dit en loi spécifique pour Mayotte. Et puis, il dit comme ça, troisièmement, qu'il y a en proposition de loi sur la décentralisation. Oui. Donc ça veut dire que, Raphaël, ça peut-être qu'il faut la peine. Oui. Mais il a dit, les mamans là qui dit appel à Fort-de-France, arrêtez de faire dépenser l'argent que le gouvernement a basé là. Combien l'argent vous pas servi en les fonds européens? 150 millions d'euros, 100 millions d'euros, dis-nous combien l'argent. On est en débat d'orientation budgétaire, mais quand fini puis ça qu'a fait aujourd'hui, pas ni pièce chiffre en les contrats de convergence là. Or, c'est en obligation. Il est obligé de nous qui sait faire ces projets-là. Donc, je dis ça, il faut qu'un certain nombre de moments et Martinique arrêter et puis les affaires institutionnelles là et que nous allions sur les problèmes concrets pour répondre aux aspirations des Martiniquais. Alors, concernant cette histoire d'autorité, j'ai déjà dit, je crois, ici plusieurs fois que je regrette vraiment que Jacques Chirac ait arrêté le service militaire à l'époque. Parce que lorsqu'on fait son service militaire, bon, il y a 4 hommes sur la table et une femme qui ne fait pas de service militaire, mais vous avez tous peut-être fait votre service militaire à l'époque.
Eh ben, je suis désolé. Qui ou bien, qui ou nous, qui ou ceci, ou cela, là, 5 h du matin, on parle de bout, tu vas foutre coup de pied en carbone, 2 bouts là-dedans. Et puis, tout le monde obéit. Non, c'est peut-être pas la même chose, mais n'empêche que ça t'apprend à le respect de la hiérarchie. Peut-être, mais un équipement fantassin, là qu'il est, c'est-à-dire mon équipe de base là, c'est près de 15 000 €. C'est ça pour gagner comme armement là. Et alors qu'il est, ouais, ça l'armée qui a formé, c'est dronistes, vous remarquez, nous. On rassure la guerre. On autres même en Ukraine. Ça, c'est pilote drone, c'est pas sophistiqué, on a besoin. Donc, c'est l'armée de métier, des gens qui, c'est ça, ils le font à la vie, ils ont fait. Maintenant qu'il y a un service civique, toute espèce de bagaille qui peut remplacer, mais l'armée, pour moi, c'est pas un bagaille. On peut pas mettre les modèles de Zamta en la main des gens dans la conscription. C'est pas possible. Et ça a coûté nous trop cher aussi. On nous fait formation, on nous fait RSMA. Peut-être, mais c'était, me semble-t-il, à l'époque, ça permettait certaines choses. Oui, Béatrice. On en a déjà parlé, mais et c'est pour ça que je ne veux pas laisser imaginer l'idée que l'on ne puisse pas être favorable, à l'éducation, au respect des aînés. On en a déjà parlé ici. Il ne faut pas laisser flotter cette idée-là. Je crois qu'ici, tout à l'heure j'ai parlé de respect, c'est comme ça qu'on a été élevé. C'est pour ça que je dis que le discours peut nous plaire. Une fois qu'on a parlé du discours, c'est pour ça que je dis, c'est agiter un peu des trucs. Quels moyens on donne à tout ça? Quels moyens supplémentaires? Voilà. Oui, mais en même temps, oui, mais parfois en même temps qu'on fait des annonces, il faut donner les moyens. Et si nos profs sont en grève aujourd'hui, c'est parce que l'annonce qui leur a été faite, c'est qu'il y a des baisses de moyens dans l'éducation nationale, que les baisses de profs et de recrutement, ça ne va pas diminuer, que l'égalité de traitement avec les histoires de classes de niveau ça va s'aggraver, les inégalités vont s'aggraver dans l'éducation. Donc c'est pour ça que je dis, c'est bien le discours, c'est bien, c'est joli, ça fait beau. Mais après, il faut quand même observer les moyens. Et nous, notre rôle après, c'est de dire le discours, voilà ce qui vous a été dit, mesdames et messieurs, mais voilà la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain aujourd'hui, en matière d'éducation en Martinique, d'accord, c'est qu'on aurait dû, ce que notre cher et regretté Philippe Saint-Cyr disait, pour avoir l'égalité, on doit être traité différemment. Ce n'est pas parce qu'on a une baisse, par exemple, démographique en Martinique, que l'on ne doit pas mettre plus de moyens pour l'éducation, puisque nous avons plus de difficultés. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur l'éducation ? On va dire aux gens dont on sait qu'ils ont déjà des difficultés, les nuls, on va vous mettre entre vous. Et puis les moyens, bon, vous allez être entre vous. Et puis les profs, par contre, de maths, d'histoire, alors je crois que c'est maths et français. Par contre, vous aurez que des demi-classes partout, donc vous ne pourrez plus être prof principal. Voilà ce qui se passe. J'en ai discuté avec Valérie Vertal-Loriot. Elle me dit, on ne va pas dans la rue pour rien. On ne fait pas aujourd'hui des mouvements de mobilisation pour rien. Et donc, quand le ministre dit « voilà ce qui va se passer dans l'éducation nationale », les profs disent « ok, vous nous fournissez les règles ». On fait une grève de bienvenue. Voilà. Bon, alors, on va parler des agriculteurs maintenant, la mobilisation des agriculteurs. La France, je crois que ça fait un moment qu'elle n'a pas connu une telle grève. Hein. Voir cette remontée de tracteurs sur Paris. Mais il y a quelque chose quand même qui m'a interpellé, c'est quand Darmanin a dit que les forces de l'ordre vont accompagner, mais ne vont pas bloquer. J'ai trouvé ça surprenant. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à l'arrivée à Rungis. 2 poids 2 mesures, pourquoi ? 2 poids 2 mesures, parce que lorsque c'est les profs, ça dérange pas. Lorsque c'est les gilets jaunes, ça dérange pas. Aujourd'hui, c'est parce que c'est des gros lobbies qu'il y a derrière ces mobilisations. C'est des gros lobbying dont la FNSEA, dont on a parlé. Mais on va peut-être en parler plus en détail et on va développer. Mais la réalité, c'est que c'est 2 poids 2 mesures. Manifester, casser, tout ça, il y a des raisons légitimes. Mais on peut pas dire qu'au prétexte que des personnes qui, par exemple, vont casser ou déverser des choses sur des villes, vont casser des administrations, parce que c'est ce qui s'est passé. On peut pas dire si c'est pas bien d'un côté, c'est pas bien de l'autre. Non mais parlons bien, parlons peu. C'est-à-dire de la part du ministre de l'Intérieur. Non. C'est-à-dire qu'il peut pas dire que d'un côté le désordre c'est positif. Non, il n'y a pas de pas de mesure. Simplement, je pense que ce que Darmanin a voulu dire, c'est que le contexte, on le prend en compte. Vous savez bien qu'en France, dans question agricole, là, on va dire, sans entrer dans le sujet, ni 3 camps, ni le camp des coopératives et des agriculteurs,
qui organisait Koyo. On y le camp de la grande distribution et puis le camp des industriels. Ni 3 camps et qui monde qui a mangé en bon partie l'argent, c'est industriel là qui pas payer prix que il peut bas agriculteur et ensuite la grande distribution qui a mangé tout l'argent. Et dans Manet prend position même manière et puis le maire même manière et puis Attal et puis c'est là pour dire la grande distribution d'ailleurs. Michel qui était un grand ponte de la concurrence des prix, grand chef de l'État, il a été fonctionnaire en actif, ils savent très bien qu'ils mettaient 100 inspecteurs là, ils disent pour aller contrôler que ces bougs-là. Enfin. Pas qu'à. Ouais, qu'à doit faire. Au moins. Enfin. La droite, qu'à faire des bons bagages de nos temps, c'est la droite, monsieur Cario, la droite. Donc, vous qu'à aller, donc, contrôler la grande distribution qui a fait ces bougs-là passer en mentap, il y a service là-bas, et c'est les agriculteurs qui vendent à perte. Et c'est un peu même là. Je regarde les autres qui ont fait ici, par le coup de fil vite, dans France Antilles. Il y a plusieurs pages qui fait sur le monde agricole, détresse du monde agricole, c'est-à-dire la souffrance du monde agricole. Et que c'est ça, il y a un ces gens nous avons vendu à nos agriculteurs en souffrance. Nous avons vendu à 1,50 €, nous avons trouvé à 3,50 € en disant rayon supermarché. Il y a un vrai problème. Donc, c'est en ce sens-là que je pense que le gouvernement dit qu'il prend la mesure avant, il dit qu'il a envoyé bouton le monde. Mais comme maman a rentré quand même au GIS, il mettait 78 personnes en garde à vue pour faire le Fonds national comprendre que ce n'est pas lui qui a fait la loi en France. Bien. Est-ce qu'on peut juste, parce que je crois qu'il y a une confusion, est-ce qu'on peut juste quand même, si ça ne te dérange pas Mano, montrer les montants annuels de la PAC, politique agricole commune, notamment dans les pays européens, et on va voir qu'il y a quand même pas mal d'argent. Et c'est, ça... Non mais ça on va faire après, il faut laisser les autres parler d'abord, donner leur avis sur ça. Alors Michel, sur la mobilisation des agriculteurs, France est aussi ici. Hein? Oui, les deux. Alors, je vais parler de la France d'abord et la Martinique ensuite, pour montrer que les situations ne sont pas les mêmes. Bon. La France, en gros, pour moi, c'est un mouvement de protestation populaire des travailleurs agricoles. Il y a bien sûr des lobbies, mais c'est la paysannerie qui a des revenus souvent inférieurs au SMIC, qui souvent est acculé au suicide et qui proteste depuis des années sans qu'il y ait de réaction. Et qui se fait, disons, écraser par les décisions européennes, notamment le libre-échangisme. Pourquoi je dis depuis 1956 ? 1956, c'est le marché commun. 1992, c'est Maastricht. La libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. Bien. De Gaulle avait imposé la PAC, politique agricole commune, dont la France était le principal bénéficiaire. Mais progressivement, la France a reculé dans les dotations de la PAC, notamment avec l'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'ex-Union soviétique. Non. Bon. Et puis surtout, ce qui s'est passé, je reviens à la notion de libre-échangisme, qui est une notion qui consiste à penser que en ouvrant les frontières, on va pouvoir trouver les mêmes produits cultivés dans des conditions plus favorables avec des coûts de production inférieurs et pourront arriver. Et c'est ça qui arrive à l'agriculture française. Aussi à l'agriculture martiniquaise. L'agriculture martiniquaise est concurrencée par une partie de l'agriculture caribéenne. Vous voyez des mandarines qui viennent de Colombie. Oui. Bon. Vous voyez... Mais oui. Bon. Par conséquent, cette notion de libre-échangisme, elle est contraire à la notion précisément avancée par Attal, la notion de souveraineté. Elle est tout à fait antinomique. Ça veut dire qu'on adopte une situation où l'agriculture n'alimente pas le peuple français.
Et ça, c'est la même chose pour la Martinique, mais pour la Martinique, ça résulte de l'histoire coloniale, qui a spécialisé la Martinique dans des cultures d'exportation, la canne à sucre, puis la banane, etc., parce que ces cultures n'étaient pas cultivées par la métropole. Donc l'agriculture martiniquaise s'est calquée sur les besoins de la métropole et elle est restée figée dans un schéma, par exemple, 95% des aides européennes qu'on appelle le POSEI, le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. 95% du montant de ces aides vont à la banane. 5% seulement vont à ce qu'on appelle, entre guillemets... Enfin, c'est pas tout à fait ça, 80-20, disons 80-20. Voilà, ouais. La diversification. Oui. Bon, voilà la situation. Donc... Mais pendant qu'on parle de ça, 80% des aides vont à la banane. Mais en Martinique... Et à la canne. Banane et à la canne, ok. Mais en Martinique, quel est le pourcentage des agriculteurs qui touchent bien ces aides-là? Ben oui. Ben oui. Mais oui. Mais oui, mais non, mais c'est... Le problème de la PAC, précisément, c'est lié à la surface. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est inégalitaire. Bon, en France même, ce sont les gros céréaliers qui perçoivent l'essentiel des aides de la PAC. En Martinique, c'est pareil. Alors, pas tous ensemble. Béatrice nous propose de regarder une affiche, je crois qu'elle a... oui, qui montre que la France reste encore la politique agricole commune. C'est ça? Alors, on ne la voit pas... je pensais que ça allait sortir un peu plus gros. Aujourd'hui, sur la PAC, la France touche 9,29 milliards. Sur la PAC, ça reste encore le plus gros bénéficiaire européen, puisque juste derrière, eu égard à sa taille, c'est l'Allemagne, quoique la Roumanie et l'Espagne 6,42 milliards. Et le document montre un comparatif sur tous les États et les montants qui sont donnés. Et en l'occurrence, l'aide d'État à l'agriculture, par exemple en Union européenne, c'est 213 milliards, et le Canada 216, au Japon 285, enfin bref, il y a des comparatifs. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de savoir? Non, ceux qui sont allés dans la rue, ils sont allés parfois pour des raisons différentes. Il y a différentes organisations qui ont été mobilisées. Il y a des associations de paysans qui parfois sont allés d'ailleurs manifester contre la FNSEA. Pourquoi? Et pourquoi je dis qu'il y a des lobbies? En Martinique, il y a des lobbies. On croit quoi? Que le POSEI, s'il est à 80-20, c'est-à-dire qu'il y a 80% de production, monoculture, banane et sucre, qui arrive encore temps après temps, mandat après mandat, situation après situation, à glaner encore 80% de l'aide qui est donnée sur l'agriculture martiniquaise, c'est bien qu'il y a des gens qui influencent cette décision, alors que l'on sait qu'on a besoin de diversification. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France? On l'a dit la semaine dernière déjà, on en parlait. Il y a des agriculteurs qui meurent parce qu'ils sont surendettés. Et pourquoi aussi? Parce que malgré la PAC, malgré les 9 milliards, ils ne touchent rien. Rien. D'accord? Ils ne touchent rien de l'aide agricole. Et pourquoi? Parce que les négociations vont se faire avec les gros. Et les gros, ils sont comment? Eh bien, ils ont ce qu'on appelle des grandes fermes. D'accord? C'est des grands propriétaires qui ont des grandes exploitations et qui font en sorte que les mesures qui sont votées, qui sont adoptées, leur soient plus favorables. Et donc, eux, ils touchent beaucoup. Mais les petits qui sont derrière ne touchent pas. Et vous avez donc des petites surfaces agricoles, des petits céréaliers, des petits éleveurs qui ne voient jamais un centime de la PAC. Et c'est pour ça qu'ils étaient dans la rue. Malheureusement pour eux, d'accord? Là, par exemple, le corps des paysans dit « Mais nous, on n'est pas d'accord pour... » Parce que c'est ça, les annonces, là, aujourd'hui, faites sur l'agriculture. Parce que le Premier ministre et ses ministres, le maire, le ministre de l'Agriculture, ont fait des annonces aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont réduire, par exemple, qu'ils vont simplifier. Donc, ils vont réduire, par exemple, les mesures autour de la protection de la biodiversité en matière agricole. Tiens donc. Donc, on recule. D'accord? On avait dit que la préservation de l'environnement était une mesure obligatoire et tout ça. On recule. Ah, tiens, on va pouvoir aussi utiliser des pesticides sur les friches.
D'accord? Et bien ça, par exemple, les petits paysans, ils disent, mais non, mais nous, on est contre. Et on veut pouvoir s'installer sur des terres saines. Sauf que les gros, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la productivité. Voilà, parce que c'est eux qui vont, c'est les gros, la FNSEA, qui vont négocier avec les gros industriels, oui, et qui vont négocier le litre de lait, comme tu le disais, à 50 centimes, parce que celui qui crée à 50 centimes, il a une grosse ferme, et donc il fait ce qu'on appelle des économies d'échelle. Je comprends, mais j'ai quand même une question qui me taraude l'esprit. Aujourd'hui, c'est une loi européenne, donc ça concerne tous ceux qui font partie de l'Europe. Pourquoi comment la France peut réussir à demander plus de faveurs que notre pays? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de chances d'être dans l'Europe? Est-ce qu'il ne faut pas faire comme l'Angleterre, vouloir sortir de l'Europe? Et puis il y a regretté à présent. Il a peut-être regretté, mais sinon, si on est dans l'Europe, il faut accepter la loi pour tout le monde. Non, il y a ce qu'on appelle des transcriptions. Aujourd'hui, à l'intérieur de l'Europe, par exemple en Espagne, on ne cultive pas de la même façon qu'en France. Et c'est ce qu'on appelle les lois miroirs. Aujourd'hui, ce qui est dit et ce que les agriculteurs demandent, par exemple, ils disent à l'intérieur de l'Europe, on a une transcription nationale qui n'est pas la même. En Espagne, on ne cultive pas pareil qu'en France. C'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes conditions de travail, c'est pas des mêmes choses, d'accord? Donc, les agriculteurs disent, vous pouvez pas laisser des produits rentrer du Costa Rica, de l'Espagne, de l'Ukraine. Ils ont parlé de l'Ukraine aujourd'hui, d'ailleurs, les agriculteurs, avec des normes qui sont pas les mêmes que celles de la France, donc de la concurrence qui est déloyale, alors qu'on l'Espagne n'est pas dans l'Europe. Mais même, c'est pour ça que je te dis, oui. À l'extérieur ou à l'intérieur. Est-ce que nous pouvons quand même recentrer le débat, d'accord, on est l'agriculture locale? Parce que nous pouvons régler le problème, le Green Deal, le problème, les grands contrats qu'il y a entre l'Amérique latine et puis l'Europe alors qu'il est, mais peut-être que ce cri de détresse-là, comme on nous longtemps pas ça dans la presse locale, qui a dit, et là on y Léon Tisgra, qui est connu Fonds Saint-Denis, agriculteur dans la biologie. Regardez, les agriculteurs sont dispersés et divisés et n'arrivent pas à s'organiser pour développer et produire. Donc, il y a un problème d'accompagnement déjà pour aider les agriculteurs à monter les coopératives. Et l'ICADO, par exemple, sur le petit outillage, nous pouvons faire des bagages simples pour les petits, comment on dit petits agriculteurs, c'est agriculteurs sur petite surface. Parce qu'il n'y a pas ni grand et petit agriculteur, ni agriculteur. Ni en lori, ni en lotaire, et puis ni qui pas ni en lotaire. Donc, l'ICADO, en nous mettant en coopérative, pour ça acheter petit matériel qui est adapté à monde pour cultiver. Mais ça possible. Ça possible dans le cadre actuel des règles. Comment on expliquer moi que c'est la CTM qui a géré les fonds européens. Or, c'est lui qui a dit qui nie l'argent. Dit nous, bah nous listes c'est qui nie l'argent. Très clairement. Ni on a Madame Kadou, là, il a parlé Bellefontaine. Ma casse-pilote, ma rhétorique. Non, justement, il m'a dit à la réunion qui fait la préfecture, il dit qu'il faut clarifier les choses. Les aides, il y a un maquis d'aide, l'Europe nationale, locale. Il doit nous créer un guichet unique pour agriculteur. Il y a un seul la porte rentrée, il s'avère un dossier, l'arrivée là, il a dit, eh bien oui, EDDA, c'est la CTM qui a géré. EDDA, c'est l'État qui a géré. EDDA, ça peut exister. Qui ça qui empêche nous faire? Rien. Ni l'autre madame, Marito Ricardo, mais ni un problème. Ça fait 40 ans que Ricardo, que c'est la gestion de l'eau côté Caspilote. Garde l'eau qui a tombé matinique. Nous sommes pays, nous pas ni problème de l'eau. Nous avons une quantité de l'eau de manière abondante. Le problème, c'est stocker et puis distribuer pour l'irrigation. Marito Ricardo, il y a des faux sentis, moi pas te connecter, moi libère là, quand tout le monde peut lire, c'est le kiosque qui dans l'émission, tout le monde en peut aller lire. Pour Ricardo, ni un problème sur l'irrigation Martinique. Qui ça qui a empêché la CTM financer les réseaux d'irrigation? Rien. Donc, question, ça facile peut-être Didi. C'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Il y a un lot de bagaille que nous pouvons faire nous-mêmes et que nous ne pouvons pas faire. Bien. Bon. Oui. Tu veux réagir sur tout ça? Oui, bien entendu, bien entendu. Bien entendu, parce qu'il a parlé de la CTM. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Non. Les agriculteurs. Encore que, vous savez que je souscris à de nombreuses dispositions qui sont prises par la CTM. C'est l'équipe à laquelle j'appartiens. Il ne faut pas oublier ça. Mais l'agriculteur martiniquais a deux problèmes. D'abord, problème foncier, clair et net. C'est bien pour ça
qu'il y a un projet qui est porté par Nicaise Moroz, qui consiste à dire qu'il faut mettre à disposition des agriculteurs martiniquais 1000 hectares. Et pas 1000 hectares en pente, etc., inexploitables. 1000 hectares exploitables, avec irrigation, avec possibilité de mécanisation, etc., etc., pour que nous puissions offrir aux jeunes Martiniquais qui veulent s'installer, aux jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, la possibilité de le faire. Qu'est-ce qui empêche ça? Ces 1000 hectares, on va les prendre où? Parce que les 1000 hectares ne t'appartiennent pas. Oui, mais tu connais bien la position du français qui est attaché de manière atavique au droit à la propriété. Comment tu fais pour demander aux propriétaires terriens? Et nous connaissons ceux qui sont propriétaires de ces terres-là ici en Martinique. Les bonnes terres qui sont parfois en friche ou en jachère. On parle de jachère d'ailleurs, en France on parle de jachère. Comment tu fais? Expropriation. Oui. Et expropriation. Mais alors, qu'est-ce qui veut l'expropriation? Non, alors, attends, mais c'est pour ça. Mais non, mais tu m'offres une possibilité. Mais non, tu m'offres une belle perche pour que je réponde à mon ami Fredo, qui dit non, tout est possible ici. C'est que nous n'exploitons pas les possibilités qui nous sont offertes par la loi. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire évoluer sur le plan statutaire pour que nous puissions avoir les moyens, effectivement, de décider. Tu ne décides pas. Tu veux faire une réforme agraire sur quel véhicule législatif? Tu n'as pas cette possibilité-là. Okay. Donc, c'est pour ça que je dis, il nous faut 1000 hectares. Attends, il nous faut 1000 hectares. Et ça, il va falloir que nous ayons un véhicule législatif qui nous permette justement d'obtenir ces 1000 hectares des propriétaires terriens. C'est une réforme agraire. Alexis Gouye a proposé 1500 hectares. Ça pas vrai. Attends, Michel. La deuxième chose, c'est que je reviens sur le POSEI. Lorsque mon ami Fredo m'a écrit au constat, parce que nous sommes des vieux camarades. De plus de 50 ans. Qui a dit non, le POSEI, Pucci, ce n'est pas nous qui a distribué, réparti. Nous n'avons pas cette possibilité-là. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous demandons. Je dis nous, c'est à CETEM qui le demande, mais associé commun. Nous demandons une territorialisation du POSEI. C'est-à-dire la possibilité pour nous de répartir les fonds, rééquilibrer les choses. 80% du POSEI vont à la banane et à la canne. Il faut rééquilibrer. Si nous voulons effectivement nourrir notre population, il faut que nous puissions répartir de manière différente. Bon, Michel. Donc, je ne vais pas entrer dans un débat institutionnel, mais je souscris à tout à fait ce que dit merci. C'est que la politique agricole, notamment européenne, elle est menée par l'Europe et elle délègue ici l'État, la DAF. Voilà. C'est la DAF qui décide. Bon. Maintenant, que l'on puisse créer un guichet unique qu'on essaie de rassembler, il faut l'accord, et c'est en ce sens d'ailleurs que je dis que, je vais un peu plus loin, qu'il faudra analyser de manière très fine les décisions qui étaient annoncées par le gouvernement pour voir comment on va les mettre en application, on va, comme tu dis, les territorialiser, leur donner une application martiniquaise. Qu'est-ce qu'on peut tirer, comment peut-on tirer parti des avancées que les travailleurs agricoles de France ont obtenues grâce à leur mobilisation? Bon, parce que je suis quand même un peu triste de constater qu'il a fallu que ce soit la collectivité territoriale de Martinique qui réunisse les agriculteurs pour qu'on définisse un cahier de revendication. Il a fallu que ce soit M. Gouye de Banabarot qui me lance un appel au rassemblement. Non, mais c'est quand même triste. Petit, c'est triste. Bon, mais oui, c'est triste. C'est triste parce que Gouye défend la banane. Bon. Ah ben non. Oui. Eh ben oui. Non, il défend la banane et qu'a créé un mouet. Il défend la banane parce que c'est la banane qui a fait gagner un pain et puis les autres là. Mais le problème, il crée un institut technique. Le problème, quand j'ai un institut technique, il dit, il a mettre, puisque faut que nous prenions au mot. Les autres là qu'à point. Là, Alexis Gouye qui a dit en bagaille, il faut nous prendre au mot. Il dit, il d'accord pour discuter puis la collectivité pour mettre 1500 hectares à l'air. Eh bien, on nous fait une réunion. Moi, je me dis, faut que la CTM, député, sénateur, fait une réunion, puis M. Alexis Gouye, ou dit comme ça, qu'on d'accord, 1000 hectares, c'est pas assez, c'est 1500, ni 14 000 hectares terre en friche matin, ni 14 000 hectares terre. Donc, ensuite, il dit, il y a un institut technique qui travaille sur les programmes. On peut mettre à la disposition. Là, il finit, il dit comme ça, c'est nous qui avons géré fruits d'or
une des plus grandes multinationales en France, deuxième société qui a distribué des fraises, premier vendeur de pommes de terre en France. Donc, il doit ça, et d'où nous avons l'argent pour nous investir, bon, on a fait nous gagner l'argent. Je dis, nous, Martiniquais, on a assisé Pierre Alexis Gouillet, le patron de Banamart, et puis nous avons dit, qui ça nous a proposé pour l'agriculture, combien de monde nous avons installé en les 1500 hectares. Nous ne pouvons pas dire que toute bagaille pas possible, alors que, mais je vais répéter la question, pour qui l'argent, les fonds européens, pour faire trace par exemple. Pour chaque année, nous avons dit, nous avons fait environ 30 km trace par agriculteur. Ça possible actuellement. Nous pouvons faire l'argent pour il peut faire ça là. Pas dire moins que toute bagaille, il faut changer la constitution, il faut mettre le créole dans la constitution pour nous planter et tomates. Mais non, mais Fred, mais non, tu es dans des extrémités. Non, je voulais parler de la SAFER. La SAFER, le problème de la SAFER, précisément, elle a le pouvoir de préempter, lorsqu'il y a des terres qui se vendent, de préempter et de se porter acquéreur. Sauf qu'elle ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau, il faut qu'elle ait des moyens. Et le problème de la SAFER, c'est qu'elle ne peut pas acheter les terres et les redistribuer aux agriculteurs parce qu'elle n'a pas de moyens financiers. Bon. Et que la SAFER, alors une des demandes, c'est que la SAFER devienne sous l'autorité de la CTM et des élus locaux. C'est ça une avancée. Et le président de la SAFER. Hein? C'est un Martiniquais, un élu Martiniquais. Oui, c'en est le Martiniquais. Ok, donc. C'est une institution qui agit dans le cadre des lois. Le deuxième problème. Qui gère le FEADER? Ah, ben, c'est une question. La CTM. Non, mais... Qui gère le quoi? Le FEADER. Mais tous les fonds sont gérés par... Tous les fonds européens, sauf le POSEI, tous les fonds européens sont gérés par la CTM. Est-ce qu'on peut se dire... Sauf le FSE qui est géré en partie par l'État. Est-ce qu'on peut se dire, et sans vexer les uns et les autres, puisque vous avez tous fait partie de mandatures au pouvoir, soit à la région, soit à la CTM... Est-ce qu'on peut se dire qu'on n'est pas super bon et qu'on n'a pas encore... Non, on n'est pas Béatrice, bon. On n'est pas super bon. Tu en fais un dada depuis longtemps. Mais j'en fais un dada parce que c'est une réalité. C'est l'émanation du peuple martiniquais. Les élus qui sont en place, c'est l'émanation du peuple martiniquais. Mais c'est pas ce que je Donc c'est pas comme ça qu'il faut commencer. Il faut commencer à dire qu'il faut éduquer notre population. Non, je dis que nous devons avoir une exigence, mais c'est pas les élus qui font les dossiers. C'est pas les élus qui organisent. Non, c'est pas les élus qui font les dossiers. Les élus donnent une orientation. Il y a des services techniques. Donnent des orientations. Ils donnent des orientations. N'oublie pas que j'étais directeur. Ils donnent des orientations. Et après, on met une administration en place pour pouvoir répondre aux orientations. Je suis désolée. Tu sais, j'avais également. Oui. Eh ben, j'avais justement, et je le salue d'ailleurs, Louis-Joseph Manscourt, qui est député européen. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Catherine et tout ça. Mais il y en a d'autres, j'en ai encore là. Bon, et qui était député européen. Bon, et là j'ai une camarade, Nora Mébaret, qui va à nouveau, je l'espère, être élue, qui me parlait des politiques régionales de Martinique. Elle me dit, c'est dommage que vous n'arriviez pas finalement à faire comme la Réunion, et c'est-à-dire à devenir des experts dans la gestion de ces fonds. Pourquoi être expert? C'est pour aller récupérer l'argent là où il est. Je dis pas qu'il n'y a pas de projet. Je dis que nous ne sommes pas bons dans la récupération des fonds européens. C'est une réalité. Mais ce n'est pas seulement vous. Ça a été le cas aussi dans la mandature d'avant. Mais tu sais, dans ces cas-là, tu vas nous apporter, j'espère, à un moment, les raisons qui auront justifié qu'il y ait eu autant de dégagements d'office. Et comme l'a proposé Fred, d'ailleurs, j'aimerais bien voir dans le budget où apparaît, du coup, la consommation des fonds européens. Voilà. Parce qu'il faut qu'on arrive à être meilleur. Et ce n'est pas se faire souffrance ou offense que de se dire en plus, je ne dis pas vous, je dis nous. On doit être meilleur. On doit être meilleur. On doit avoir de l'excellence sur la récupération de l'argent qui est encore un peu disponible. Mais on a un sacré handicap. On ne rentre pas à l'Élysée sans carte d'identité. Non plus. On n'a pas obligatoirement les bons lobbying. Mais, mais en même temps, si on arrêtait de se dire... Mais on va arrêter de se battre. Si on pratique la politique de la chaise vide, on va arrêter. C'est évident que nous ne pas gagner des résultats. Ça ne peut pas relou. Béatrice, mais nous d'accord, on est ça. Par exemple, Réunionnais, on a discuté, puis plusieurs élus réunionnais. On m'a dit, mais comment les autres fait manger autant l'argent, entre guillemets, ils sont arrivés à développer production de diversification, mais l'on regarde les chiffres fruits et légumes, même en viande, ça est impressionnant, ça c'est beau à faire en 20 ans. Nous sommes devant eux, ils sont passés devant nous. Il dit, moi, en français,
Il dit, mais ça nous fait, c'est que nous créons un fonds de préfinancement. C'est-à-dire que, comme c'est pitié, il n'y a pas ni les moyens d'aller faire en banque, avancer l'argent, puisque il y a quand même remboursé sur facture à quitter. Alors, je me dit, mais comment ils ont fait ça? Ils ont créé un bail spécial. Il dit, mais non, directement, Michel Louté au finance, directement, le budget primitif là, nous avons versé ces agriculteurs, montant aide européenne dans nous pour Bayo, et puis l'Europe qui a remboursé, il fait des ça, c'est nous qui avons remboursé. Il n'y a pas même créé, alors que nous avons dit, bon, ni d'autres techniques, moi, je pense qu'il faut un budget annexe, ça c'est bon, technicien, nous n'avons pas besoin d'entrer dans ça. Mais, moi, j'étais surpris. Et il dit, mais ouais, le résultat, c'est parce que nous faisons ça. Nous montons un fonds de préfinancement qui fait que l'agriculteur, il ne peut pas aller là-bas. C'est depuis projet, il a validé Boudou, la région Réunion Kabaye, 50% au premier temps. Là, il fait là, il a dit 1000 agents pour ça faire investissement. Et puis toute facture qu'il a payé, et puis l'argent il là, l'argent a viré en caisse là. Le conseil régional et le conseil départemental, puisqu'il va faire les montées conseils. Nous parlons faire. Attends. Oui, possible. Les montées conseil général, monté à monter Bruxelles, chaque année, plusieurs fois dans l'année, pour défendre les dossiers. J'étais président de la commission des finances du conseil général. Et j'allais à Bruxelles avec les équipes, et pas seul, avec les équipes de la région également, pour défendre les dossiers de la Martinique. Nous avions un bureau à Bruxelles. Les autres privés, je tire le bureau. Michel, je n'ai rien contre toi. Hein? Les autres privés, je tire le bureau. Je supprime mes bureaux. Voilà. Ok. Et donc ça permettait de faire un lobbying actif avec ce bureau. Bien entendu. Exactement. Et il y avait 2 personnes. Et c'était en plus avec la Guadeloupe. Il faut bien expliquer ça aux téléspectateurs. C'est un véritable métier. C'est pas des deux sous table. Non, c'est un véritable métier. C'est un véritable métier qui est, j'ai envie de dire, qui est accepté par tous. Donc, ce bureau, peut-être là, à l'époque à Bruxelles, avait son importance. Il y a des règles sur les lobbyistes. Au-delà de ça, ce que les gens doivent comprendre. Par exemple, à La Réunion, ils essayent de ne pas bouger trop les députés européens. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est avec le temps qu'on devient excellent. En Angleterre, les députés européens, ils avaient 20 ans. En Allemagne, ils ont 15 ans d'expérience, d'accord? Parce que c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. L'influence que tu dois faire avec des personnes qui ne parlent pas la même langue que toi est tellement importante que eux, dans leur pays, ils ont décidé qu'ils stabilisent un certain nombre. Ils professionnalisent même les députés. Mais ils professionnalisent aussi leur personnel. C'est ça la réalité. Il ne faut pas... Les dossiers sont complexes. Sur ça. Et sur même l'écriture de ce qu'on appelle les programmes opérationnels. On a voulu jouer les génies, mais on n'a pas obligatoirement été bon. C'est-à-dire que dans l'écriture, le diable se cache dans les détails dans les fonds européens. Si tu fais un programme, que tu ouvres trop, mais que finalement il fallait mettre justement une petite niche, eh ben t'as raté le coche. Et du coup, t'as un projet majeur pour ton territoire qui ne pourra pas être cofinancé alors qu'il est structurant. C'est ça la réalité. Mais oui, alors la raison pour laquelle je dis qu'il faut vraiment changer les choses, et statutairement c'est toujours très possible. Rappelez-vous, chers amis, tous ceux qui sont en politique depuis très longtemps, que nous avions un mode de scrutin pour les élections européennes qui nous était plus favorable, qui obligatoirement permettait l'élection d'un député européen. L'Union député européen. Attends, mais tu avais obligatoirement un député. Attends, Fred, un député européen dans chacun des océans. On veut le Barbandinique. Attends. Non, mais il y aura attaché aux dernières élections. Attends, Michel, j'ai pas fini. Le mode de scrutin, effectivement, permettait l'élection d'un député des Outre-mer dans chacun, ou deux, ou plusieurs, mais dans chacun des océans. Pacifique, Océan Indien, Atlantique. Et la Martinique dépendait de la Réunion. Non. Il me semble. Non, c'était à part. Et c'est comme ça que Louis-Joseph Monscourt s'est fait élire. C'est parce que, effectivement, comme il y avait déjà
Madeleine de Gomaison. Et Madeleine de Gomaison, mais Madeleine de Gomaison a bénéficié. Et Catherine Mais Max Orville est élu actuellement. Mais non, mais il est élu sur une liste nationale. Il était 24e. Mais ni poids. Mais attends, mais non. Mais Fred, c'est parce qu'il y a un bouquet monté au gouvernement qui taux de participation qui dit aux élections européennes. Ben oui. 55%. Mais c'est mon appareil. Combien 55%, mais pas ici. En France. Martinique, c'est 13-14%. Ici. 13-14% Martinique. Fred, ce que je veux te dire, c'est que le peuple ne va d'autant pas voter qu'effectivement, il n'est pas sûr qu'il sera représenté. Le mode de scrutin ayant changé, tu n'es pas sûr d'avoir un député. La preuve, alors bien sûr... C'est le chat qui se mord la queue. Mais non, bien sûr, la Réunion aura toujours un député. Pour qui ça, la Réunion, quand il y a un député d'Apo? Ils ont 1 million d'habitants. Ils ont 1 million d'habitants. Voilà. Ils pèsent plus. Donc, non, mais ça c'est la place. Mais toi, tu ne pèses pas parce que tu as... comment dire, 300, 400 000, etc. Tu ne pèses pas, donc tu n'auras pas de député européen. C'est pour ça qu'à les dernières élections, nous avons soutenu Younous Omarjee, qui parlait de professionnalisation. Ça fait que je crois le deuxième ou troisième mandat. Deuxième. Là, il va peut-être sur son troisième. Et c'est un garçon qui est sérieux parce que, en tout cas, jusqu'à une certaine période, il nous envoyait à tous les partis de gauche. C'est un très bon député. C'est un très bon député et qui nous envoie ses rapports, ses actions, etc. Il a été attaché. Non, mais petit socialiste a dit la possibilité de mettre Béatrice aussi en position éligible devant. Même moyen. Petit pas fait ça. Il peut faire. Petit pas fait. Mais qui vous dit mais tout simplement parce qu'il se dit, c'est mon a voté à 13%, ça ne pèse pas. Attendez, qui vous dit que Béatrice n'est pas sur une liste? Non, mais je ne sais pas. En position éligible. Et même Max Orville qui est en position éligible, donc il peut vivre. Mais on va même parler. L'État 25e sur une liste. Votre PPM, je ne peux pas faire pièce élection, et puis je ne peux pas participer à l'élection européenne. Je ne peux pas faire une liste de 6 mois élection, mettez un bilan là, nous un bilan de l'utilisation des fonds européens. Ou pas même faire un bilan, élection en juin, et vous pouvez critiquer toute cette botte de système. Donc, à donc, il y a un Martinique alors qu'il est élu, c'est Max Orville, il mettez en position éligible. Nous pouvons faire en manière et puis petite influence nous pour si on mettre en position éligible. Moi, je suis bien content si on mettait Béatrice Bellé en position éligible. Mais ça possible. Maintenant, si le parti français n'a pas les faits, il n'a pas fait. Mais ça possible. Non, mais en tout cas, le problème est compliqué. Le mode de scrutin ne nous favorise pas. Mais c'est clair. Et en plus, comme les partis de gauche en France sont crédités, parce que c'est une élection à la proportionnelle. Eh oui. Comme les partis de gauche sont crédités de très faibles scores aux élections. Mais oui, c'est ça. Oui, des scores à deux chiffres maintenant. Donc, effectivement, rentre en jeu la question du poids de la population. Et puis la NUPES va faire liste. Et c'est Aubry qui sera là. Il me semble que c'est Aubry qui sera la tête de liste de la NUPES. Non, de la LFI. France Insoumise, on va pas revendre. Non, mais chacun. Aubry. Mais parce qu'il y a eu mais on pourrait dire pourquoi la droite ne se réunit pas. Ce que je peux vous dire, moi. Ça fait longtemps que ce que je peux vous dire, moi, par exemple, dans la liste communiste, bon, les Réunionnais seront en position éligible. Mais évidemment, parce que le Parti communiste français regarde et le nombre d'électeurs étant plus important à la Réunion, ils choisissent Michel, mais c'est ce que nous sommes en train de dire, toi et moi, et certainement Béatrice, que ne veut pas entendre Fred. C'est ça la réalité. Nous sommes défavorisés par le mode de scrutin, nous sommes défavorisés. Alors, donc, si je comprends bien, cette élection européenne ne servira à rien, c'est ça que vous êtes en train de dire, puisqu'on va non, il ne faut pas dire ça. Hormis en représentant la Réunion. Il ne faut pas dire ça. Non, je pose la question, Michel. Alors, justement, après, c'est pas tant d'avoir des représentants, c'est qui siège et ce qui vote. S'il y a bien une leçon que nous devons tirer de cette crise, c'est que beaucoup de décisions en matière d'agriculture se prennent en Europe et que c'est une erreur de faire croire aux Martiniquais que l'élection européenne ne les concerne pas. Même si nous n'avons pas directement de députés martiniquais, nous pouvons quand même obtenir que des députés dans les listes des différents partis qui présentent des listes prennent en compte les problèmes d'une manière générale de la Martinique et de l'outre-mer en général.
Et c'est ce qu'aux dernières élections on a fait. Moi, avec Nora Mebarek qui a été élue, je lui ai demandé si, puisque nous n'avions pas de représentants, elle pouvait se mettre sur les politiques régionales et regarder justement dans cet article sur lequel nous sommes positionnés du traité article 349 du traité européen. Si, puisque nous avons des règles particulières, nous dépendons d'un droit particulier qui est différencié, de regarder et d'intervenir, et du coup on échange sur ces questions-là. C'est aussi l'avantage, parce que des fois les gens ils disent ah oui mais il faut avoir des liens avec les partis nationaux. Et sur la question européenne, il ne faut pas se dire que ça ne nous concerne pas. Comme l'a dit Michel, lorsque l'on doit acheter des bus, d'accord, c'est des fonds européens qui parfois nous permettent de les financer. Lorsque l'on doit faire de la pêche, c'est les fonds européens qui nous permettent de financer des navires ou pas. Lorsqu'on doit faire de l'agriculture, quand on arrive à monter les dossiers et qu'on a une stratégie territoriale qui est pas mal. Mais avec des normes, c'est pas l'Europe qui fait. Avec des normes qui nous sont imposées, qui ne correspondent pas à notre mode de pêche. On est la pêche là, par exemple. Mais tu sais très bien que là... Non, c'est pas une question de normes, ça va. Mais oui, mais écoute, nous avons besoin d'une flotte. Les spectateurs n'entendent rien, ils n'entendent pas alors que tout le monde parle en même temps. Juste, Raphaël, justement, et c'est pour ça que je te dis que ça vaut le coup de garder les contacts. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu des mesures particulières sur la pêche traditionnelle qu'est la nôtre, et qu'aujourd'hui, les fonds européens ne sont pas sur le financement de gros navires, seulement des gros navires qui partent au large et qui permettent de financer des navires de pêche traditionnels. Donc il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Est-ce que la CTM va remettre le bureau à Bruxelles? Mais je ne sais pas, mais je pense que ce serait une bonne chose ce serait une pour le lobbying. Ce serait une bonne idée, d'après ce que tu expliquais. Il faut envoyer le personnel en formation. Il faut qu'on ait des bêtes de gaz en matière de fonds, c'est-à-dire des gens, il y en a quelques-uns, je le dis, il y a une cellule d'appui qui est très bonne et tout ça, ils savent, ils regardent, ils ont leur petit bouquin, ils ont une vision. Mais il faut qu'on ait une équipe solide, qui bouge pas trop, qui de toute façon, vous savez, contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de fonctionnaires qui sont loyaux à l'administration, qui, quelle que soit la mandature, vont faire le taf, vont faire le boulot. Mais il faut qu'on ait une équipe solide, stable, qui en fait s'enrichisse avec le temps, soit formé avec le temps, partent, aillent voir, faire ce que l'on fait ailleurs, benchmarker, qu'on les envoie à la réunion, voir comment les gens... Oui, mais il faut une volonté politique. Alors, moi, ce que je veux dire, sans être trop long, ça fait partie des priorités de la CTM actuellement. Bien. Michel, tu voulais dire quelque chose? Non, je veux simplement dire que... Il nous reste beaucoup de sujets, il le rapproche. Moi, ce que je pense, c'est que d'une manière générale, les forces politiques martiniquaises doivent s'intéresser aux élections européennes et par conséquent élaborer, comme le dit, en prenant la tâche des fonctionnaires qui connaissent ces questions-là. Moi, par exemple, quand j'ai été candidat la dernière fois, j'ai été voir le responsable des fonds européens de la CTM. Qui est un cadre compétent, il faut le dire. Qui est un cadre compétent, ainsi que son adjointe, qui est une femme... Cadre compétent. En Martinique, nous n'avons pas besoin. Fait comme on voit récemment, aller chercher mon d'autre côté, qui n'a pas ni plus compétence qui cadre local là. Et en plus, il se trouve que je ne vais pas dire son nom, mais il est apparenté à un ex-dirigeant du Parti communiste martiniquais, un grand philosophe. Et par conséquent, il m'a reçu pendant plusieurs heures pour me faire rentrer dans la tête le mécanisme des fonds européens. Mais c'est vrai ce que dit Béatrice, c'est complexe. Et il faut, si on veut défendre les intérêts martiniquais, parce que derrière les problèmes techniques, il y a des choix politiques. Oui, très bien. C'est ça le problème. Il faut décortiquer d'abord les problèmes techniques pour faire des choix politiques. Le choix politique, c'est quoi? Eh bien, le choix politique, c'est que les régions ultrapériphériques qui sont dans l'Europe et qu'on ne leur applique pas, c'est le cas de la pêche, qu'on ne leur applique pas mécaniquement les règles européennes et que les règles, comme l'a fait Omar J, tiennent compte du fait que nous avons une petite pêche traditionnelle, de littoral. Voilà, des bateaux de 9 mètres et non pas des bateaux de 18 mètres. C'est pour la pêche côtière. Et donc, alors là, on a déjà mis la lumière. Deux mots sur l'Assemblée nationale valide l'inscription de l'IVG de la Constitution. Deux mots sur ça, Béatrice, probablement, je suppose. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai beaucoup ri parce que quand c'est sorti, on a vu, c'était très drôle sur les plateaux de presse nationale. T'avais que des mecs.
Voilà, donc on parle d'IVG, du corps d'une femme quand même, malgré tout. Tu as bien vu que je me suis adressé à toi. Et je t'en remercie, même si c'est normal que les non, même pas. Alors, pourquoi c'est important? Et contrairement à ce que l'on pense, les droits déjà sont... peuvent bouger. Les droits des gens, les droits à la législation peuvent bouger. Les droits qui sont créés peuvent être retirés. Et on s'est rendu compte quand même, alors avec la décision prise par la Cour suprême américaine, qui a validé la décision d'un tribunal, je crois que c'était celui du Texas, qui avait ou de l'État texan, qui avait décidé d'interdire l'IVG. Les Américains ont été choqués et les Européens aussi, en se disant ah ouais quand même. Quand c'était sous Trump, quand on a quand même une Cour suprême du coup qui est un peu réac, pour ne dire que ça. Conservatrice. Je dirais réac. Là, hein, c'est plus du conservatisme. Hein, là, c'est-à-dire qu'on est en train de dire à des femmes qui ont été violées qu'elles doivent garder un enfant, d'accord, et rétrograde, d'accord. Non, on n'est plus dans le conservatisme. Enfin, si ça vous va, je lutterai moi contre ces visions. Voilà. On est prêt à accepter tous les vocables. Oui, d'accord. D'accord, donc ça te va. Et donc les droits. Oui, voilà. Et donc les droits aujourd'hui, le fait de sacraliser cela dans la Constitution, ça empêche que les conservateurs aillent attaquer n'importe comment la Constitution pour retirer ce droit aux femmes. Voilà. Bien. Très rapidement. Oui, non, mais on peut dire 2 mots. Là, ça, non, c'est pas gagné. Hein, c'est vraiment pas gagné. Pourquoi? Parce qu'il va falloir une majorité qualifiée au Congrès pour faire passer cette disposition-là. L'Assemblée nationale a pris position très clairement, qu'une difficulté, mais en fin février, je crois, le débat aura lieu au Sénat. Et le président du Sénat, qu'est-ce qu'on a entendu dire? Ah non, je ne crois pas que l'IVG soit menacé en France. Et si l'IVG était menacé, je serais le premier à me mettre debout pour défendre l'IVG. J'ai quelques doutes. Donc attention, il faut absolument qu'il y ait des lobbies de toutes sortes de personnes, des femmes, mais aussi des hommes, pour défendre cette position-là, parce que mettre ça dans le marbre de la Constitution, c'est effectivement une protection absolue. Bien. Eh bien, l'IVG, ça a dépassé les clivages droite-gauche. Hein. Qui mettait ça? C'était à l'époque le président Valéry Giscard d'Estaing, qui était ni Premier ministre, M. Jacques Chirac, et ministre de la Santé, Madame Simone Veil. Donc, c'est yo qui... Votez pas? Voté par une majorité qui a dans la droite. Non, pas du tout. Mais tu dis bon, non. Ok. Non. Ok. En 74. Tout le monde qui allait vérifier l'histoire, tout ça on regarde là. Il y en a tout livré sur Internet. C'est sous Giscard d'Estaing. C'est sous Giscard d'Estaing puis Madame Simone Veil et puis Monsieur Jacques Chirac qui a voté l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est la gauche qui a voté. Donc ensuite, ça c'est un débat qui a ouvert là. Je suis bien content que le gouvernement actuel là, et d'ailleurs le Premier ministre Attal dit qu'il y a aller jusqu'au bout pour qu'en mars, il y ait une révision constitutionnelle qui est faite et qu'il y ait parlé de liberté fondamentale pour madame décider si oui ou non il n'y a anti-bambaye. Ok, Michel. Non, mais c'est une réforme, je dirais, progressiste, hein, sur la liberté de la femme de maîtriser son corps et de choisir ou non d'être mère. Bon, c'est une conquête. Alors, je rectifie quand même un peu le propos de Fred. À l'époque, dans l'opinion publique, c'est la gauche qui a porté cette réforme. Et finalement, parce que la gauche avait gagné la majorité de l'opinion publique, Giscard d'Estaing s'y est rallié. Bien. Non, mais c'est la gauche qui a apporté la majorité, c'est pas la majorité de droite qui l'a voté. D'ailleurs, rappelle-toi, elle s'était fait invectiver par les gens de droite et tout ça. C'est la gauche qui a apporté la majorité pour que la loi soit votée. C'est une réalité, mais tu peux aller vérifier toi-même, je t'envoie le lien. Alors, d'après le rapport du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, il y a plus d'homicides aux Antilles qu'au niveau national. On a parlé d'homicides tout à l'heure là pour les agriculteurs. Parce qu'il y a beaucoup de suicides, pardon. De suicides pour les agriculteurs, et c'est vrai, ils sont nombreux. Et aussi dans la police. Moi, j'ai toujours été frappé par le nombre de suicides, et dans la police, et chez les agriculteurs. Donc, mais ça, oui, ça c'est autre chose. J'ai confondu homicide et suicide.
Par rapport à certaines villes par rapport à Marseille, la Martinique a plus difficile. Hein? Si domicile. Ah, tu vois, mon Camille, j'ai les démons comme ça. Bon, on va arrêter, Grégory. Ce sera peut-être mieux. En tout cas, dommage qu'on n'a pas pu parler de ça. Et le Burkina, le Mali et le Niger qui quittent la CEDEAO. Je voulais qu'on parle de ça pour voir ce que vous en pensez, parce que là, c'est la France qui est en train de perdre sur le continent africain. Je me trompe si je dis ça. Et il y a un pays africain où la France a une grande base militaire depuis plus de 40 ans. Le Tchad. Il semblerait que le Tchad commence à vouloir se retirer. C'est un grand débat sur l'Afrique. Que ces moments-là, il y a entre eux. Je me constate qu'il y a beaucoup entre eux. Et qu'il y a dit beaucoup, tout ça qui a passé, c'est faute de l'ancienne puissance coloniale. Mais ni 60 ans, ni l'indépendance qui fait. Là, ni deux pays d'Afrique, je vais oublier la Zambie, peut-être depuis le Sénégal, qui étaient dans des régimes démocratiques, qui parlaient des coups d'État. Le coup d'État, c'est un genre de mode de fonctionnement des pays africains. Et ensuite, ces trois pays ils ont passé en alliance et puis la Russie, nous avons ça, mais en ce qui nous avons une opinion. Moi, mon rapport, c'est que c'est un bon bagaille que la France tire quoi, alors qu'il est en Afrique, quitter, moi, elle a trouvé voyou, et puis la Russie, et puis la Chine. Mais c'est peut-être un bon bagaille parce que moi, je préfère l'argent là, il vit ni plus peut-être en nous, Martinique et puis Guadeloupe. Bien, on va s'arrêter là. En réalité, les échanges entre l'Afrique et la France, c'est un peu comme nous. Hein. 1 euro donné en Afrique rapporte généralement 2 euros à la France. C'est ça l'aide occidentale. Et comme en Martinique d'ailleurs. Il faut parler du scandale du franc CFA. Hein. Oui, là c'est plus long. Olivier Sudry, qui est un économiste de droite, a établi que 1 euro dépensé dans les départements d'outre-mer rapporte 1,50 € à la France. Voilà. Et juste préciser, puisqu'on n'a pas le temps de développer, mais qu'il n'y a pas d'impérialisme qui se fasse sans intérêt. Bon, donc comme par contre le dit Fred, moi je suis contente que les impérialistes s'en aillent si c'est des manières impérialistes de gérer. Par contre, je crains les impérialistes qui arrivent, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement toujours de meilleures intentions. Voilà. Bien. Et donc, moi, par contre, je suis favorable à une vraie autonomie politique et une vraie souveraineté politique de l'Afrique. Et je pense que le jour d'ailleurs où les pays africains se feront respecter, peut-être que les afro-descendants de cette planète se feront un peu plus respecter. Bien. Merci à tous les quatre. C'était un peu mouvementé, mais... c'est le débat, hein. C'était animé, on va dire ça, animé. Faisons attention au terme, c'était animé. Merci à tous les quatre, passez une excellente semaine. Merci à vous pour avoir suivi cette animation. C'est un petit peu chaud, mais des fois, mais bon, c'est animé. Merci à Grégory pour la réalisation et puis à bientôt sur Zouk Télévision.